Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, au balado, on va te poser la question pourquoi partir de zéro quand tu peux utiliser les collabos pour accélérer tes résultats. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jen Gauvin, la queen des collabos. Jen, c'est une organisme d'événements transformateur. C'est surtout aussi la fondatrice de l'événement Catching et c'est aussi une podcasteuse renommée. Jen, comment ça va? Écoute, ça va super bien. Encore mieux maintenant que tu as fait grossir ma tête. Je vais barely fitter dans la vidéo, là. Non, mais pour moi, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Surtout parce qu'on va jaser d'un sujet qui est vraiment important pour moi. C'est un sujet que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient prendre avantage, puis il n'y a pas assez de gens qui prennent Mhm. avantage de la notion de collaboration. Puis toi, c'est quelque chose que tu as découvert comme vraiment rapidement dans ton parcours, puis tu as découvert ça un peu comme par hasard, si on veut. Ça s'est imposé quasiment à toi, cette notion-là de collabo. Tu peux-tu nous parler comment tu as découvert justement ça sur ton parcours? Ouais, ben écoute, moi j'ai toujours été quelqu'un de coop dans la vie. Tu sais, je pense que je te disais ça en off aussi, mais genre, tu sais, faire des jeux là, entre amis à la table, moi j'aille ça. Là. Il faut absolument que ça. Je veux qu'on soit en groupe puis qu'on ait un but commun. Quand on est en compétition, je suis comme ah non, j'aime pas ça, ça crée de la chicane. Tu sais, c'est mon genre de truc là. Tu sais. Puis j'ai été une fille de gang toute ma vie, notamment, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse. Moi, c'était toujours en troupe, c'était toujours en groupe, c'était jamais, une personne shine le plus que les autres. C'était comme: «Regarde, on fait ça en gang, puis on fait bref». Puis, écoute, j'ai pas pensé plus que ça dans ma vie. Je me suis jamais considérée comme une leader de groupe, ce genre de truc-là. Tout ça étant dit, c'était vraiment, tu sais, on retrouvait des thématiques assez communes. Puis je me suis lancée dans l'entrepreneuriat autour de 2012, officiellement en 2013. Puis à l'époque, j'ai commencé seule pendant quelques mois. J'étais déjà en couple avec qui est maintenant mon mari, mais j'étais déjà en couple avec lui. Puis lui s'intéressait déjà à tout ce qui était produits d'information en ligne. Donc il était en train d'écrire son e-book à l'époque qui s'appelait The Truth About Fat Burning Foods. Écoute, c'est mouah, un beau titre clickbait génial. Mais dans tous les cas, lui, il s'était vraiment lancé dans cet univers-là, puis il avait appris sur tout ce qui était marketing d'affiliation à travers les infolettres de d'autres coachs, de d'autres marketeurs américains finalement. Donc, il s'est dit, ben, je pense que je peux faire la même chose. Je peux vendre mon produit à des clients. Puis ensuite, à ces gens-là qui se retrouvent sur ma liste de courriels, je pourrais potentiellement faire l'affiliation avec d'autres personnes qui offrent des trucs complémentaires. Puis, ben, réutiliser là, un même client pour lui vendre d'autres trucs qui ne m'appartiennent pas. Donc, j'ai pas besoin de créer encore plus. Puis, ben, c'est cool. Ça rentabilise finalement cette audience-là que j'ai créée. Puis après quelques mois d'entrepreneuriat, on s'est associés, lui et moi. Puis je suis un peu, comme tu dis, tombée là-dedans parce que l'affiliation, je connaissais à travers lui, mais j'avais pas vraiment expérimenté. Donc j'ai vu à travers son entreprise, en fait, c'était notre entreprise, mais c'était sa face. Fait que c'était lui qui était connu, puis j'étais dans le background. J'ai connu à travers notre entreprise, finalement, les processus de lancement, les processus de collaboration d'affaires, comme ça, vraiment dans un contexte spécifique d'infoprenariat. Qu'est-ce que les gens veulent? C'est quoi les bénéfices à aller vendre quand tu essaies d'aller chercher des nouveaux affiliés aussi? Comment est-ce que tu fais le pont entre les deux audiences aussi pour que la communauté soit satisfaite? Je suis tombée dans les collaborations un petit peu comme malgré moi, mais finalement, j'ai trouvé que c'est une façon extraordinaire de commencer parce que, again, par exemple, pour ce qui est avec mon chum, à l'époque, on commençait vraiment de zéro et c'est en s'associant avec des affiliés qui avaient des super grosses communautés et puis qui croyaient énormément aux produits qu'on avait créés. Puis quand je te parle de grosses communautés, je te parle des listes de courriels de genre 800 000, 1 million, là, tu sais, des grosses communautés. Ce qui ont fait Wow. en sorte que rapidement, on a eu un énorme bassin d'acheteurs à qui on a pu faire du remarketing aussi. Donc, on a vraiment passé de zéro à faire plusieurs centaines de mille par année dès la première année. C'est pas quelque chose que je recommande, honnêtement, dans le sens où cette croissance aussi rapide-là, quand t'as pas encore l'expérience entrepreneuriale, c'est comme, écoute, ça peut perdre un peu on peut en perdre le contrôle. Tout ça étant dit, si on contrôle ça puis qu'on apprend au fur et à mesure, je crois que s'entourer justement
de collaborateurs, d'affiliés, d'ambassadeurs, you name it, le titre, ça peut vraiment nous aider à se faire voir très rapidement. Puis pas juste de visibilité, là, ça peut être des acheteurs, puis en faire une entreprise rapidement aussi, là. Super intéressant comme parcours. Puis c'est cette expérience-là, dans le fond, qui t'a amené à lancer Catching. D'après moi, il n'y a pas grand monde qui écoute le podcast qui ne doit pas connaître Catching déjà, mais si jamais il y en a, tu Je peux-tu... souhaite qu'il n'y en ait pas tant que ça, en fait. Je C'est suis ça. comme, s'il vous plaît. Et Ouais. tu prends quand même le temps d'être ici au podcast, fait que c'est super Oui. apprécié. Mais fait que s'il y en a qui ne connaissaient pas Catching, comment tu veux-tu expliquer un peu c'est quoi qui est vraiment ton projet fort sur lequel tu travailles là, d'année en année? Absolument. Catching, c'est un bundle de formation pour les Français, le mot pack est souvent plus apprécié, mais dans tous les cas, un bundle de formation qui est vendu seulement pendant 5 jours en février. Et la partie la plus importante, c'est que c'est à 96 de rabais. Donc, mon objectif avec ça, c'est de mettre de l'avant des formateurs de qualité, c'est de mettre des formations, des sujets pour aider les gens à se former de façon super abordable parce que pour moi, les formations en ligne, l'éducation en ligne a été des outils super puissants dans ma croissance, dans le fait que j'ai appris. Puis, tu sais, en toute transparence, j'ai fait un bac en communication marketing aussi, mais c'est pas quelque chose que tout le monde va faire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des artistes avant tout, qui sont des talents, puis qu'ils veulent en profiter, ils veulent en faire une vie, puis de leur donner tous les outils pour apprendre. Puis encore là, j'ai fait un bac en com marketing, puis je te dirais que ce que j'ai appris par rapport à ce que j'ai appris sur le web, ça n'a pas rapport. Tu sais, je me demande encore, je suis comme, qu'est-ce que j'ai appris déjà dans mon bac? Mais dans tous les cas, d'avoir ces outils-là puis de leur donner parce que ça peut coûter des milliers de dollars de vraiment de s'éduquer sur tous les sujets parce que surtout quand on est solopreneur, c'est tout, que ce soit des finances, du mindset, la gestion de projet, ça peut être la rédaction persuasive, tu sais, la vente, tout, il y a de tout, puis ça change à chaque année. Donc, il y a des sujets qui sont très fréquents, qui reviennent, différentes approches à travers les formateurs, mais d'aller grouper finalement ces formateurs-là. Puis j'essaie de viser en général 14. Là, cette année, on en avait 20 avec une nouvelle formule avec le Bundle Pro. Et entre 14 et 20 formateurs. Puis comme ça, les gens ont vraiment une boîte à outils, surtout quand on commence, qui est super complète. Puis même quand on progresse aussi, d'aller revisiter des formations qui initialement n'étaient pas nécessairement un besoin, et que là ensuite on les voit puis qu'on dit « Hey, je suis rendu là finalement maintenant ». Donc Hmm. d'accompagner les gens dans le parcours, tu sais. Puis un des éléments clés, ben, là-dedans, ben, c'est la collaboration entre toutes Ouais. ces spécialistes-là de différentes expertises. Puis que tous ces gens-là ben, arrivent un peu avec leur communauté. Et donc, pendant l'événement Catching, ben là, tout le monde ne parle pratiquement que de Catching parce que Oui. tous les créateurs de contenu qui sont très actifs font rayonner l'événement. Donc, c'est du win-win pour tout le monde. Fait que toi, tu y gagnes, mais tout le monde qui participe à l'événement Catching vient en gagner aussi en visibilité. Puis tout le monde qui se procure le bundle aussi gagne parce que là, ils ont accès à plein de contenus de haute valeur à vraiment faible prix. Fait que c'est vraiment du win-win-win. Fait que les 3 wins, moi je parle souvent de cette notion-là de l'importance des 3 wins pour quand on développe des partenariats. Fait qu'il faut que Ouais. ça soit gagnant-gagnant pour les 2 collaborateurs, mais il faut que ça soit gagnant aussi pour l'audience. Fait que ça, c'est quelque chose que moi je trouve qui est merveilleux de cet événement-là de Catching, tu sais, c'est que c'est pas juste entre vous autres que vous donnez de l'exposure, il y a une valeur ajoutée vraiment pour les gens qui participent. Absolument. Puis, tu sais, outre, tu as mentionné la visibilité pour les collaborateurs, mais c'est des partenariats qui sont rémunérés. C'est basé sur l'affiliation. Donc, encore une fois, là, c'est par rapport aux ventes qu'ils vont amener, mais aussi un partage des revenus. Ma première expérience dans un bundle, c'était pas moi qui l'a créé. Dans le fond, j'étais collaboratrice, j'étais formatrice. On est venu me chercher pour un bundle à l'époque qui était un pack de voyage, le Paradise Pack. Et puis, j'ai été capable de voir un peu l'intérieur ou qu'est-ce que j'ai pu en voir, on s'entend, de ce projet-là. Mais à l'époque, il n'y avait pas de partage de revenus. C'était vraiment, ben regarde, tu reçois des commissions sur les ventes que tu fais, mais tout le monde donnait une licence à tous les acheteurs quand même, tu sais. Donc, pour être capable de redistribuer un petit peu ceux qui faisaient le plus de ventes, la richesse aussi, l'abondance du projet, pour récompenser, oui, ceux qui faisaient en sorte que le projet était énormément visible avec de très grosses audiences, mais aussi pour dire aux gens, aux plus petits, qu'il y avait des produits qui sont autant de qualité, de dire merci d'être là puis merci de participer. Tout le monde vient chercher des choses différentes. Les plus gros avec les plus grosses audiences vont aller chercher probablement les revenus parce que les autres sont capables de faire vraiment plus de commissions.
Les plus petits vont peut-être aller focuser vraiment plus sur le 1% de revenus partagés, mais aussi sur, comme tu dis, la visibilité, la crédibilité d'être associé au projet qui a maintenant 5 ans, puis d'être associé aussi avec d'autres gros noms de l'industrie, de faire ces liens-là aussi en behind the scene, parce que là, on a quelque chose en commun qu'on n'avait pas avant. Il y a beaucoup de différents bénéfices que les gens peuvent aller chercher. C'est important pour moi, justement, de ne pas aller juste prendre des grosses audiences, mais aussi pas que des petites. Après ça, c'est une question de genre être capable d'avoir la force de frappe que Catching a année après année. C'est toute une balance finalement à aller travailler là. Ouais, tellement, tu sais, puis moi, pour avoir participé au Festival de la création de contenu d'Alex Martel, tu sais, moi, je Oui, suis dans ceux qui ont des petites audiences parce que 90% de mon temps, il est dédié euh, à mes contrats, à mes mandats clients, oui, tu sais. Donc, je l'ai vécu un peu, cette notion-là, de dire comme, hey, d'avoir la chance d'être là-dedans, mais tu sais que j'amène pas une si grosse audience-là ou une si grosse clientèle, mais juste d'avoir le plaisir de pouvoir participer, puis comme tu as dit, de créer des liens avec des gens de manière différente parce que tu fais partie de cet événement-là, justement. Puis, fait que oui. c'est quelque chose qui est vraiment qui est vraiment plaisant. Moi, j'ai vraiment apprécié cette expérience-là. Et puis comme tu dis, c'est le fun de trouver cet équilibre-là, de dire comme OK, on a des gros créateurs, mais des plus petits. Puis c'est pas juste comme tout le monde est comme des très, très gros créateurs. Fait qu'il y a ce partage-là de connaissances aussi qui vient de ça. Puis là, tu viens de nommer plein d'éléments clés là, qui démontrent l'importance des collabos. Puis on va rentrer dans le sujet des collabos vraiment en détail. Mais avant ça, là, un des objectifs du podcast, c'est que les gens puissent parler un peu de leur processus créatif. Parce qu'on sait, on a tous des processus créatifs différents, puis ça peut avoir ça peut faciliter la vie des gens. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton processus créatif. Parce que là, toi, tu fais du copywriting, tu es très bonne pour faire de la rédaction avec tes Merci. infolettes, tu as ton podcast, Les Effrontés, pas Les Effrontés, Effrontés, pardon, que C'est tu moi animes. effrontée. C'est toi l'effronté, ouais, c'est pas les effrontés. Ben, Puis j'espère en créer d'autres, mais voilà, je suis maman effrontée. ouais, ben c'est ça, tu essaies de créer des effrontés avec ton, Oui, voilà. ton podcast. Puis, Oui. puis finalement, tu sais, t'es quand même très actif aussi sur tes comptes Instagram, en amont, puis pendant l'événement. Puis, tu crées quand même du contenu de très bonne qualité et créatif à la fois. Fait que tu es capable de jumper sur les trends. Fait que tout ça pour dire que on doit être actif vraiment sur différents formats de contenu, différentes plateformes. Donc, peut-être si tu pouvais nous parler de ton processus créatif, ça ressemble à quoi? Ben, écoute, tout le core au niveau du contenu, ça reste mon podcast. Ça reste effronté. Ça a toujours été mon médium. Avant d'avoir effronté, j'ai fait une pause pendant 1 an, mais j'ai eu 4 ans avec les vraies affaires, qui a eu quand même une bonne réputation aussi au Québec, un peu en France aussi, mais bref, qui a été quand même super apprécié. Il a fini à 200 000 après 4 ans. Euh, mais dans tous les cas, c'est vraiment mon médium. J'avais même un autre podcast avant. J'aime ce médium-là. Puis c'est un médium que j'ai choisi parce que oui, ça me permet d'être moi, ça me permet de créer cette connexion-là, mais ça me permet aussi de garder ma fréquence. Ça me permet aussi de garder le rythme parce que je suis capable de le faire. Puis j'ai jamais manqué un mardi, à part quand je l'annonce. Je prends 2 semaines de congé dans le temps des fêtes. Puis c'est tout. Tous les mardis depuis février 2018, il y a quelque chose qui sort dans ma business. Même dans mon année de pause, c'était pas un épisode de podcast, mais c'était une newsletter. J'ai jamais manqué ça. Moi, c'est une promesse que je fais envers mon audience, que je fais envers moi-même aussi. Il y a une espèce de satisfaction aussi, je te dirais, à garder ça, puis de savoir, de créer le rendez-vous avec les gens. Puis quand l'infolette, ça est arrivé une fois j'avais pas transmis cette information-là, d'à quel point c'était important pour moi que ça soit gardé le mardi à ma team dans la dernière année. Puis la personne était nouvelle, puis elle a juste comme décidé de mettre ça un jeudi. C'était dans le cadre du lancement de Catching. En tout cas, c'était un petit peu flou, fait qu'il se passait mille et une affaires. Puis le courriel a été changé le jeudi, puis j'étais comme yo, mon courriel du mardi. Puis j'étais toute mal à l'aise, mais j'étais comme il y a des gens qui attendent, qu'est-ce qui se passe? Mais pour moi, c'est vraiment important de garder cette fréquence-là. Et tout part de ça. Tout part de ce contenu-là parce que le contenu de l'infolette, le contenu des médias sociaux, le contenu de. C'est tout recyclé finalement de ce contenu-là. Je suis pas très prolifique en termes de contenu, en fait, quand on y pense. Tu mentionnais des contenus au niveau de catching, c'est des contenus qui sont très promotionnels. Les gens savent quand je reviens très intense comme ça sur catching parce que sur Instagram, je veux dire, parce que c'est le temps de catching. Je vais faire
je vais faire un post, un reel par jour pendant 1 mois, 2 mois, c'est très intense. Puis après ça, le reste de l'année, j'étais assez tranquille. Mais tu sais, je suis là quand même, je continue avec les pauses justement, la fréquence, les pauses du podcast, la fréquence est toujours très rythmée. Mais au niveau de mon contenu personnel, je peux pas dire que je suis la meilleure, là. Puis j'ai besoin de quelqu'un, puis en ce moment, j'engage quelqu'un pour m'aider à créer plus de ce contenu-là. Parce que moi, à la base, moi, je veux garder mon podcast. Puis ce que je suis capable de garder, puis d'être pas fréquente, mais constante dedans, c'est ça que je vais faire, tu sais. Puis après ça, si je suis capable de déléguer pour m'aider à diversifier les contenus qui partent d'un même contenu, je vais le faire. Mais je pense que c'est de trouver finalement ce médium-là dans lequel on est super confortable, qu'on est capable de durer aussi. Mine de rien, écoute, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il y a quelque chose qui sort chaque mardi là, chez nous, là. Puis de garder cette constance-là, ça crée une relation aussi. Mais en fait, comme je te dis, moi, tout se passe vraiment en février. Puis le reste de l'année, c'est tranquille parce que la plupart de mes efforts de création de contenu, d'audience et d'argent se passent en dedans de 5 jours ou en dedans de, mettons, 2 mois, mettons, là, pour tout ce qui est audience et compagnie. Donc, il y a un gros focus sur tout mettre ça là-dessus. Puis le reste de l'année, en toute honnêteté, ma liste de courriels fait juste baisser, puis mon audience tranquillement aussi. Mais je suis habituée à ça parce que c'est des gens qui me suivent de façon temporaire. Ils me suivent à cause du lancement, à cause du concours des acheteurs, à cause de plein de raisons. Puis c'est pas nécessairement parce que Jen. Peut-être qu'ils viennent de me découvrir, ils font comme c'est qui la clown avec les cheveux roses, peut-être que je vais lui donner une chance, puis finalement on n'est pas un bon fit, puis c'est correct. Mais fait que moi, mon parcours, mon expérience d'audience depuis le premier catching en 2020, c'est tout le temps un gros boost d'audience, puis ensuite ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'au prochain, puis après ça, floup, puis là ça monte plus haut, puis c'est ça comme ça tout le temps. Fait que ce que j'aimerais faire maintenant que j'ai quand même déjà une bonne audience, puis je suis capable de déléguer, c'est d'avoir quelqu'un qui m'aide justement à stabiliser ça, puis at least au moins garder un genre de statu quo, tu sais. Idéalement, non. Idéalement, il y aurait une croissance. Mais mon modèle fait en sorte que c'est ça ma réalité. J'ai pas nécessairement besoin de créer énormément de contenu le reste de l'année, de toute façon, parce que tout se passe en février. Puis là, j'ai des gros boosts où il y a genre 12 000 personnes qui s'inscrivent à ma liste de courriels d'un coup. Je vais en perdre pas mal aussi, surtout dans les semaines qui suivent, tu sais. Mais, tu sais, ça fait partie de ça. Fait que ça fait partie aussi de ma fréquence, ça fait partie du modèle d'affaires. C'est un modèle qui est assez unique, qui a ses pour, qui a ses contre, on va se le dire. Mais, fait que je suis très constante dans un médium, puis après ça, au niveau des médias sociaux, c'est variable. Ça dépend des périodes de l'année. Ben, je pense que faut revenir sur un élément clé que tu as mentionné. Il faut trouver ce médium-là. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce challenge-là, qui veulent comme faire absolument plein de contenus de plein de formats différents ou quoi que ce soit. Puis là, ça devient overwhelmant ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, quand tu trouves justement ce médium-là, ben ça te facilite un peu la vie. Puis ça, je pense que c'est comme vraiment quelque chose de clé que les gens peuvent essayer d'aller explorer. C'est quoi ce médium-là que pour moi, c'est plus simple à créer, tu sais? Mais je te dirais que oui, parce que c'est les deux. Les Mon deux. autre point, c'est que je suis très organisée dans comment est-ce que je prépare mon contenu. C'était Énormément. exactement la prochaine C'est là que tu voulais question aller, hein? que je m'en allais, là. C'est là que je m'en allais tout de suite après. Mais avant que je rentre dans cette question-là, je voulais juste revenir parce que tantôt, tu as dit, hey, pendant Catching, il y a une infolette qui n'est pas sortie le mardi, elle est sortie le jeudi. J'ai dit. Là, tu l'as Ouais. dit, là, ça fait des années que tu sors quelque chose le mardi. La question qui tue, y a-t-il des gens qui t'ont écrit pour savoir comment ça, il n'y avait pas eu de contenu ce mardi-là? Écoute, pendant Catching, j'étais pas celle qui était au service à la clientèle. Fait que je peux pas te Fait que tu dire sais pas. si j'ai eu de l'information par rapport à ça. Il y a quelque chose d'intéressant, par contre, c'est que l'infolette, mettons que c'était parce que cette infolette-là spécifique, c'était pour des gens qui n'étaient pas inscrits sur la liste de l'expérience Catching, donc un des 14 000 personnes, finalement, mais qui étaient sur ma liste. Fait que c'était des gens qui, il y avait peut-être pas d'intérêt encore pour le lancement, mais je vais pas rien leur envoyer quand même cette semaine-là. Fait il y en avait peu, il y en avait moins, disons. Puis c'est pas nécessairement les plus actifs non plus. Les plus actifs sont probablement déjà inscrits sur la liste de l'expérience Catching. Donc bref. Fait que je peux pas te dire que justement que j'ai reçu un tsunami de genre Jen, t'es où? Mais moi, par exemple, moi, je l'ai réagi comme ça parce que moi, c'est vraiment comme ça que, tu sais, c'était la relation que je voulais garder. Puis comme. Parce que tu sais, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Puis ça, je le mentionne souvent. Il y a des gens qui se mettent beaucoup, beaucoup de pression que, tu sais, si justement ils ont un pilier de contenu récurrent, qui se mettent vraiment beaucoup de pression. Puis là, je leur dis tout le temps, hey,
si tu manques une semaine, là, il n'y a personne qui va t'écrire, genre, pour te dire, hey, il est où ton infolette de la semaine, elle est où, là, tu sais? Ouais, Personne va ouais. t'écrire. Fait que là, c'est pour ça que je voulais juste valider. Ben, écoute, Après, toi, oui ça et fait non. des années. Écoute, en termes d'infolettres, je veux dire, là, surtout pendant Catching, parce qu'il y avait tellement d'autres affaires, Ouais. je suis pas sûre qu'on a reçu genre 1001 trucs par rapport à ça. Tout ça étant dit, en 2021-2022, à chaque vendredi, je faisais les vendredis bar open sur Instagram, OK? Ce qui était OK. l'équivalent de genre Ask Me Anything. Je mettais une boîte, puis les gens pouvaient me poser n'importe quelle question. Que ça soit de pourquoi les cheveux roses à genre, ah, mais comment est-ce qu'on bâtit un programme d'affiliation? Écoute, j'ai eu de tout. Mais dans tout, puis c'était vraiment ouvert à ça. Puis quand c'était le vendredi, les gens étaient comme oh my god, on est déjà rendu vendredi. Puis j'ai eu tellement, tellement, tellement de messages à travers ces années-là qui me disaient ça rythme ma semaine. Hmm. Je sais où est-ce qu'on est rendu parce qu'on est déjà rendu au vendredi bar open. J'ai hâte de ça. Fait que oui et non. Genre, je suis d'accord avec toi. Genre, ça va pas être la fin du monde. Les gens vont pas capoter. On a tous des agendas pleins, remplis bord en bord. Je comprends ça, OK? C'est un bon point. Mais il y a aussi un plus de le faire, tu sais. Fait que Ouais. c'est un peu des deux. Je pense que ta business va pas s'écrouler si tu en manques un. Il y a personne qui a capoté puis qui a dit, en tout cas, moi, j'ai une follow Jen parce que mardi, j'ai pas reçu mon infolette. Tu sais, fait Ouais, non. Fait que, tu exact. sais, faut en prendre puis en laisser. Ouais. Mais il y a des plus à le faire, par contre. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Exact. Fait que justement, revenons à tes secrets, mettons. Qu'est-ce qui te permet d'avoir cette belle constance-là depuis aussi longtemps que ton mardi? Fait que, je pense que la première chose, c'est que tu l'as dit, là, tu t'es fait une promesse à toi-même que Mhm. tu allais être constante. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment important, de se commit. Mais après ça, il y Ouais. a les systèmes, il y a les process, puis il y a tout le reste en arrière qui nous permet de garder cette constance-là. 100%. Écoute, moi, j'haïs le stress dans la vie. Le pire, c'est que je vis dans un modèle d'affaires stressant parce que j'ai organisé des événements. Bon, je suis quelqu'un de très contradictoire. Mais le plus possible que je suis capable de m'éviter de stress malgré ces choix-là, je vais le faire. Ce qui veut dire que, par exemple, pour les événements, je vais commencer. Ben, pour Catching, a toujours été 6 à 7 mois d'avance. Puis là, même dans la dernière édition, c'était même 9 mois d'avance parce qu'en plus, on rajoutait l'événement en personne. Je ne vais pas être à la dernière minute. Le grandiose, tout ce qui ne rentre pas dans le petit. Ça veut dire que, basically, si tu as un mois, tu n'arriveras pas à faire la même chose que quelqu'un qui a eu 12 mois pour le faire. T'sais. On a beaucoup plus d'espace, on a plus d'options, on a plus de choix quand on prend le temps. Puis, une des affaires à prendre en considération avec les collaborations, c'est que les gens, ils sont pas tous fiables. Puis pourquoi c'est la même chose avec un podcast et avec le contenu, c'est que c'est des collaborations pareilles. C'est une forme de collaboration qui est super facile à faire, en fait. C'est autant que on pense à Catching, on a des conférences en ligne, des webinars, des affaires qui prennent plus de temps à faire. Ça peut être aussi simple qu'organiser du contenu en collaboration, faire un live sur Instagram. C'est pas, il n'y a rien de gros différent, tu sais. Fait que c'est juste de trouver avec qui est-ce qu'on est complémentaire, de créer, ça va être quoi la patente qu'on va faire, c'est quoi notre objectif, est-ce que notre objectif, c'est de la visibilité ou de la rentabilité, combien de temps est-ce qu'on a devant nous, tu sais. Fait qu'il y a différents facteurs, mais je veux dire, il y a plein de façons de faire des collaborations, mais dans tous les cas, c'est pas tout le monde qui travaille pareil. On n'a pas les mêmes éthiques de travail. Perso, moi, quand les gens me répondent, il faut que je réponde en, tu sais, genre 48 heures gros max, là, tu sais. Je suis comme, non, non, il faut absolument. Il y a des gens qui sont moins, tu sais, rapides, puis pour qui c'est pas. On n'a pas toutes les mêmes de personnalité. Donc, de prendre ça en considération, ça fait en sorte que quand tu crées
je sais pas, mais je veux interviewer Véronique Cloutier. Je sais pas pourquoi c'est la première qui me vient en tête, mais je veux interviewer Véronique Cloutier. Mais je suis pas mal sûre que Véronique, elle a un horaire qui est super rempli, tu sais. Fait que si j'étais pour dire, hey, écoute, j'ai de la place pour demain, t'es-tu down? Ben, probablement que Véro dirait non. Puis si tu dis, ben, je la place la semaine prochaine, parce que c'est la seule, tu sais, c'est la seule organisation que tu as, probablement que Véro dirait non. Fait que si tu veux si tu veux faire des collaborations avec des gens qui ont des plus grosses audiences que la tienne, ça veut pas dire qu'ils sont 10 fois plus grands. Des fois, c'est juste un petit peu, mais eux autres, ils vont focuser sur, tu sais, qu'est-ce qui leur amène quelque chose à ce niveau-là. Il faut que tu sois capable de t'y prendre longtemps en avance. Dans mon cas, moi, et ce, depuis le début de tous les podcasts, j'enregistre 2 mois d'avance sur toutes mes entrevues. Mes épisodes solo, je me laisse un petit peu plus de lousse parce que c'est juste moi, puis il y a juste moi qui peux me taper dessus. Ma team aussi, mais ça, c'est un autre game. Dans tous les cas, pour tous les autres collaborateurs, c'est des éléments externes que je peux pas contrôler. Il suffit qu'il y ait une personne qui ghost, qui décide de canceller. Puis des fois, c'est peut-être pour des bonnes raisons, il y a une problématique. Je veux être capable de pivoter, puis d'être capable de me retourner, puis de trouver une autre solution. Je n'ai pas ce lousse-là si je suis à la dernière minute. Ouais. Donc, déjà ça, d'avoir ce temps-là, mais d'être aussi extrêmement serré. Écoute, chaque tâche de podcast, pour moi, a 36 sous-tâches. J'exagère pas, c'est 36 sous-tâches, puis chacune doit être faite, puis c'est tout le temps la même structure. Je veux que, tu sais, c'est important pour moi d'avoir cette organisation-là. C'est ça qui me permet que ça soit récurrent. Puis quand j'ai commencé, par exemple, effronté, parce que là, je partais vraiment de zéro, je suis partie avec un 2 mois d'avance de préenregistré. Donc, j'ai déjà parti avec ça. Puis là, ben, chaque prochain épisode va sortir 2 mois plus tard, tu sais. Quand tu es à la dernière minute, là, tu n'es jamais capable d'anticiper la suite. Puis je me suis fait faire un commentaire dans la dernière année qui disait comme, je réalise à quel point c'est intéressant puis à quel point tu appliques vraiment ça parce que dans chaque épisode ou les épisodes solo, surtout, tu vas dire à la fin de l'entrevue, dans le prochain épisode, on parle avec X, Y, Z puis on va parler de tout ça. On s'en parle la semaine prochaine. Mais ça, c'est un petit teaser que tu peux pas faire si tu n'as pas prévu. Déjà, c'est qui que tu allais interviewer, puis est-ce que tu l'as déjà fait aussi? Fait que c'est important de penser à ça. C'est ça qui fait en sorte que ça amène vers les autres contenus. C'est ça qui fait en sorte que tu es capable d'avoir ta fréquence et ta constance aussi. Parce que si tu n'as pas prévu ça, puis là, ben, la semaine prochaine, tu n'as rien de prévu, ben, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas dire, ben, c'est pas grave. De toute façon, les gens vont pas se désabonner. Puis tu as raison. Ouais. Mais tu perds ta constance. Exact. Pour moi, si la constance est la clé, puis si la constance, je veux la garder pour cette promesse-là, ben, j'ai pas le choix d'être over-organisé. Ouais. Ça m'amène beaucoup. C'est super, super important. Puis c'est drôle parce que dans le podcast de la semaine passée, j'ai teasé le podcast de cette semaine avec Madame Gauvin. Fait que, Début. tu vois, tout est dans tout. Là, j'aimerais ça qu'on revienne sur, là, tu as parlé vraiment de cette importance-là par rapport au processus, puis de planifier d'avance. Moi, c'est quelque chose que je remarque, c'est tout le temps ça le problème dans les petites entreprises, pour les solopreneurs, quoi que ce soit. Ben, on a telle date clé qui s'en vient, puis là, on le sait que ça s'en vient, mais on attend toujours à la dernière minute pour créer le contenu. Puis là, tu l'as dit tantôt, quand on planifie d'avance, ça nous permet de faire des choses bien plus intéressantes, bien plus extraordinaires. Comment tu as dit ça tantôt? L'extraordinaire. Le grandiose rentre pas dans le petit. C'est ça. Fait que si tu veux faire quelque chose qui se démarque, quelque chose d'intéressant, de différent, ben il faut que tu te prennes d'avance. Fait que ça, c'est tellement un élément clé que je ne cesse de répéter à des clients ou quoi que ce soit en formation, de dire il faut que tu te planifies d'avance pour te laisser la place. Sinon, tu as telle idée, mais là, tu dis ouais, mais là, il est trop tard, on peut pas le faire. Puis c'est souvent ça qui arrive. Fait que ça, c'est tellement quelque chose de valeur que tu as dit sur lequel je voulais revenir. Puis là, tu parles, tu as différentes saisons dans ton année par rapport à ta création de contenu. Donc, tu as ta récurrence, puis là, tu as tes boosts ou tes moments où c'est vraiment plus occupé en amont de catching. Mais tu sais, comme ça ressemble à quoi, mettons, ton horaire en termes de création de contenu dans une semaine? Tu passes combien de temps, puis comment tu ben, genre, en ce moment, tu vois, là, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est sûr que j'ai quelques projets sur lesquels je travaille, certaines masterclass que je veux faire avec des experts, puis bon, bref. Mais tu sais, un épisode de podcast, je te dirais que la production peut varier
Là, je te parle même pas de l'enregistrement. L'enregistrement, ben, c'est le temps qui dure, là. Tu sais, l'épisode, ça peut, je sais Ouais. pas, si c'est un épisode solo, il peut durer 30 minutes d'enregistrement. Avant, je scriptais tous mes épisodes solo. Pour moi, ça me permettait vraiment de pas divaguer puis d'ouvrir des parenthèses. Je suis le genre de personne qui ouvre des parenthèses. Pour ça, j'essaie de revenir pour essayer de la fermer. Puis je suis comme, ah, ben, je sais plus pourquoi. Puis, fait que de créer du contenu qui était structuré, qui amenait beaucoup de valeur, pour moi, ça passait par le script. Je l'ai fait pendant vraiment longtemps. Maintenant, moins. Genre, je suis vraiment plus. En ce moment, je suis bulletproof, puis je vais peut-être faire des explications claires avec une phrase, mais je me laisse plus ce lousse-là d'être un petit peu plus. Je sais pas, un petit peu plus lousse finalement dans mes contenus. Fait que ça dépend. Mais tu sais, quand c'était scripté, ça pouvait être vraiment long. Tu sais, une couple d'heures à écrire le script. Mais c'est intéressant parce qu'après ça, ça fait en sorte que les show notes sont plus rapides parce que tout a été dit. Tu sais, tout est Non là. seulement ça, mais le fait de l'avoir travaillé longtemps, ce script-là, c'est ça qui sûrement qui te permet maintenant d'être quand même plus concise dans tes épisodes Ouais. sans avoir besoin parce que tu l'as travaillé cet aspect-là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, je suis plus capable d'être concise dans mes points, puis ça va mieux. Mais tu sais, dans tous les cas, c'est ça. Fait que là, maintenant, c'est beaucoup plus rapide de faire la prep, mais ça peut me prendre, je sais pas, ça peut quand même me prendre 1 heure. Tu sais, des fois, je vais bugger, puis je suis comme, bon, de quoi est-ce que je parle? Mais tu sais, les entrevues, les questions, ben, c'est pas trop long. Fait que c'est pas la création de contenu qui est plus long. La production du podcast, ça dépend. Quand moi, je le fais, ça peut prendre entre 2 heures et demie, mais je me sens que ça peut aller jusqu'à 5 heures parce que c'est surtout quand avec la team, là, tu as du back and forth. Fait que par épisode, mettons qu'on en a 4-5 par mois, ben ça te fait 20-25 heures de production de podcast par mois, à peu près. Mm-hmm. Puis là, tu viens de parler un peu, tu sais, des fois, tu bugs, comment tu combats, toi, le syndrome de la page blanche, quand tu dis, là, ça sort moins bien? Je vais beaucoup sur Instagram. Je regarde de quoi les gens parlent. Je pense beaucoup à c'est quoi les problématiques que je vis en ce moment. La plupart des choses des sujets que les gens ont adorés chez moi, c'est souvent des trucs qui étaient très anecdotiques. Mon épisode le plus populaire, c'était même pas encore sur Effronté, c'était sur les vraies affaires, puis c'était un épisode sur la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant, qui était juste une anecdote où j'étais en train de manger un burger avec ma famille, puis je regardais le pot de moutarde. Puis là, sur le pot de moutarde, il y avait les ingrédients, tu sais. Puis là, des graines de moutarde, puis là, je sais pas, je dis la merde, du vinaigre, nanana. Puis je fais comme, hey, on pourrait faire ça, nous autres, notre moutarde, puis genre, ça nous coûterait moins cher, l'inflation, blablabla. L'affaire, c'est que même si tu as les ingrédients, tu connais pas la recette. Fait que genre, le contenu gratuit, c'est un peu c'est quoi, puis le contenu payant, c'est le comment, tu sais. Donc bref, cette anecdote-là, écoute, j'ai enregistré ce podcast-là tout de suite après le souper. Je pense que j'ai même arrêté, j'ai déposé mon burger, j'étais comme, hey, je vais aller l'enregistrer tout de suite. Ça a été l'épisode le plus populaire, tu sais. Fait que de revenir à qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est quoi puis pas qu'est-ce que je suis en train de vivre qui n'est pas guéri encore. Qu'est-ce qui a guéri récemment? Parce que je suis beaucoup de la team, on partage pas nos plaies, nos gales, on partage des cicatrices. Quand tu es encore dans la blessure, t'as pas nécessairement le recul pour être capable de voir c'était quoi les leçons, pour être capable de voir qu'est-ce que tu aurais fait différent, c'était quoi tes erreurs, parce que ça se peut que tu as fait une erreur dans le processus, de laisser un peu aller côté l'ego, puis quand tu es très dans les émotions, tu es encore trop attaché à ces choses-là. Fait que, tu sais, pour moi, j'attends quand même d'être passé après une vague, une bombe pour dire, OK, tu sais, qu'est-ce que j'ai appris de ces choses-là? Puis qu'est-ce que je vais faire aussi? C'est pas juste me plaindre. C'est pas juste une communauté pour t'entendre chialer, là. Tu sais, c'est une communauté pour avancer aussi. Puis je pense que c'est ça qui inspire le plus ma communauté. Fait que je continue de faire la même affaire, honnêtement. Puis sinon, ben, comme je disais, je m'en vais voir sur Instagram. De quoi est-ce que les gens parlent en ce moment? Comment est-ce que je peux donner mon opinion sur quelque chose? Je vais regarder le contenu d'autres podcasters, mettons, sur Apple Podcast. Puis je m'en vais bien loin dans le contenu pour être sûr que c'est pas du contenu qui est sorti récemment. Puis je fais comme, j'écoute pas l'épisode. Je fais juste regarder les titres. Je fais comme, c'est quoi mon opinion par rapport à ça, tu sais? Est-ce que je suis capable de trouver c'est quoi mon propre point de vue? Puis des fois, ça fait juste sparker quelque chose. Fait que, tu sais, c'est de l'inspiration, mais souvent, ça va être ça. Puis des fois, ben, c'est je vais poser à ma communauté. Bon, ben, guys, là, je fais du sur place. Donnez-moi des idées ou je vais leur faire voter sur, genre, 3 affaires, gros max. Puis, mais les votes, honnêtement, ça m'amène rarement loin parce que c'est tout le temps genre 92%, 96%, puis 93%. Ouais. Puis je suis comme, merci. Fait que, tu sais, si on revient, là, tu sais, c'est 3 éléments clés quand même que tu mentionnes, tu sais.
Donc, premièrement, il y a une des choses que tu fais, c'est que tu penses tu repenses à qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le passé pour te Oui. dire, ah, ça a bien fonctionné, comment je pourrais faire quelque chose de similaire. Ça, c'est quelque chose que tu fais. L'autre chose, c'est tu vas chercher de l'inspiration. Ben, finalement, toute la notion de build in public. J'ai parlé Ouais. de cette approche-là, build in public, la semaine dernière avec David Gaudreau, qui parlait un peu de tout ce que tu viens de mentionner. Fait que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, tu sais, de faire attention justement dans, oui, partager ce qu'on vit puis ce qu'on apprend pour toute la notion d'authenticité puis la notion de build in public, mais de prendre ce temps-là de recul, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu jaser ensemble parce que tu le fais bien, cette notion-là de build in public. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est l'importance de développer des collabos. Fait que je reviens à cet aspect-là. Puis, peux-tu nous parler, tu sais, comme tantôt, tu as vraiment bien expliqué du fait que, OK, tu essaies d'aller chercher vraiment différentes personnes avec qui faire tes collabos pour que ça amène de la valeur. Euh, Quelqu'un qui n'a jamais développé des collabos, là, tu sais, comme par où il devrait commencer pour aller explorer comme avec qui je devrais développer ça? Tu sais, comment on fait pour trouver ce sweet spot-là entre le fait que chacun, ça amène de la valeur, puis pas aller viser tout de suite la personne qui est comme ben trop loin, ou de l'autre bord, Ouais. de ne pas se faire confiance puis aller chercher des collabos qui t'amèneront pas tant de valeur. Fait que comment ça serait quoi tes Ben, en fait, conseils? écoute, c'est sûr que quand on commence, puis c'est ça, comme je te dis, tu veux aller, tu pars de zéro, puis tu veux aller tout de suite aller travailler avec, genre, faire une collaboration avec Mélissa Normandin-Roberge ou même Bibi, ou tu sais, genre, ça se peut que ça soit difficile comme pitch parce que, genre, Mel, elle a pas nécessairement les mêmes besoins que toi. Fait que ça va être difficile de la convaincre parce que t'as pas nécessairement la visibilité qu'elle recherche, t'as pas nécessairement le pouvoir de profitabilité qu'elle recherche non plus. Fait que ça va être difficile, mais ça se peut que ça fonctionne. Tu sais, genre, why not? Tu peux quand même faire des pitchs pareils. Parce que si tu le fais pas, ben tu l'auras pas. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup moins probable. Fait que d'aller chercher des gens qui sont les collaborations les plus simples, là, c'est toujours de chercher avec, on va commencer par nos amis. On a la plupart de nous des amis, des collègues qu'on a rencontrés sur Internet, puis on a des business qui sont souvent complémentaires. On n'a jamais la même chose exactement, uniquement, puis on a tendance à croire que nos collègues, à la limite nos compétiteurs, on veut pas travailler avec eux parce qu'on est tenté, on est en compétition puis tout. Puis tu sais, je te l'ai parlé de mon approche de compétition. Je suis genre non, qu'est-ce qu'on peut créer quelque chose ensemble? Parce que quand on crée quelque chose ensemble, on crée quelque chose d'unique. Puis t'as pas besoin comment je te dirais bien? La seule chose que tu as besoin de chercher, c'est la complémentarité finalement. C'est quoi les différentes valeurs, les différentes valeurs qu'on peut unifier, puis créer quelque chose d'unique ensemble, que ce soit un produit, un webinaire, un live, un n'importe quoi. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les deux audiences vont se retrouver puis vont trouver quelque chose de nouveau avec nous, tu sais? Fait que d'aller voir ces collègues-là puis de leur dire déjà, de faire comme, hey, écoute, puis comme je te l'ai dit, la base, ça peut être de faire un live ensemble. Je t'ai pas parlé de merger vos entreprises, de créer un bundle. C'est très compliqué de créer des bundles. C'est le genre de projet qui requiert énormément de temps, qui requiert de l'argent aussi, on va se dire. Quoi qu'en commençant, c'est facile de le faire. Ça se fait plus bootstrap. Je suis plus rendue là. Mais bref, mais dans tous les cas, il y a des trucs qui sont beaucoup plus simples, comme par exemple, justement, ce genre de collaboration-là ou même de podcast. Puis d'aller trouver comment est-ce que nous, on peut amener quelque chose de différent dans leur audience. Parce que tout le monde cherche à faire, comme tu disais tantôt, l'espèce de win-win-win. L'audience, si on crée cette unicité-là, va avoir ce win-là. It's fine. L'audience est prise en compte déjà. Mais comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de chacun aussi, tu sais? Comment est-ce que, c'est par exemple, pour un podcast, j'en reçois plein des pitchs de personnes qui veulent parler de confiance en soi sur mon show, puis je suis genre, it's fine, mais genre, c'est quoi l'angle que tu peux m'amener à moi, là, qui va amener quelque chose de différent sur mon show, d'unique que j'ai pas encore parlé. Souvent, les gens vont juste se pitcher de façon très vague à des gens qui connaissent pas, puis ça l'aide pas. Puis je suis comme, ah, mais non, mais pourquoi c'est moi? Non, c'est pas toi, c'est ton pitch, j'en ai. Genre, fais un pitch qui est plus intéressant, fais la recherche sur la personne, quel genre de personnalité est-ce qu'elle a, cette personne-là, quel genre de contenu est-ce qu'elle a déjà fait pour être capable de te différencier finalement. Parce que si tu m'arrives, puis tu sais, dans mon application, pour être sur le show sur Effronté, moi je demande aux gens, donne-moi trois sujets de podcasts qu'on pourrait faire ensemble. Tu sais, donne-moi quelque chose de spécifique, tu sais, donne-moi de la meat. Puis souvent, c'est quand même dire comment avoir plus de confiance en soi. Je suis comme womp womp.
Genre, il y a rien qui m'intéresse là-dedans. Genre, trouve-moi, parle-moi d'une technique spécifique que j'ai jamais entendue, qui vient de l'Afrique, qui a changé des vies, là, tu sais. Parle-moi de quelque chose comme ça. Parle-moi d'une stratégie de webinaire basée sur des tripwires spécifiques. Parle-moi, tu sais, donne-moi des chiffres, donne-moi de la viande. Mhm. Fait que quand t'as pas fait cette recherche-là, déjà, de qu'est-ce que la personne a déjà fait et qu'est-ce que moi je peux amener qui est unique, la collaboration peut peut-être être un peu difficile. C'est sûr, c'est facile quand tu le fais avec des amis. Tout le monde va faire genre, yeah, on embarque, c'est parti. Mais quand tu vas essayer de le faire avec des gens que tu connais pas nécessairement, il y a cette recherche-là qui est super importante. Puis aussi de prendre les gens comme des humains, là. Tu sais, moi, personnellement, un pitch cold, c'est rare que ça va lander. Genre, j'aime ça interviewer des gens avec qui j'ai une connexion puis que je connais déjà un peu. Ça veut pas dire qu'on est besties puis qu'on s'en va prendre un drink chaque vendredi, mais j'aime ça on a déjà eu une conversation sur Instagram, que je sache de loin t'es qui. J'aime ça voir que tu prends ta business au sérieux aussi. C'est pas juste des photos de toi, ton chien puis ton chum, genre sur Instagram. Genre, je veux voir qu'il y a quelque chose, t'amènes de la valeur, t'es sérieuse par rapport à qu'est-ce que tu fais. On a eu des conversations aussi, puis comme je te dis, puis que ça clique. J'aime ça quand les gens me font rire, oublie ça, là. Mais dans tous les cas, tu sais, ça, c'est moi. Ça veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais je pense que d'aller de l'avant puis de créer, c'est genre, check, je veux juste créer des relations avec ces personnes-là pour de vrai, sans nécessairement pousser mon agenda en premier. Genre, je veux donner avant de recevoir. Ce mindset-là fonctionne toujours. Puis après ça, l'aspect stratégique, c'est de te demander comment toi, est-ce que tu peux aller, tu sais, offrir quelque chose à la personne parce que t'as déjà vu c'est quoi le win pour toi, là. Essaye de vendre le win pour elle, tu sais. Exact. Fait surtout si c'est toi qui lead cette rencontre-là, finalement. Ouais, donc d'arriver avec une approche quand même stratégique, puis d'avoir une Oui. idée claire de qu'est-ce que tu as à amener de plus là, dans le fond. Puis, tu parles de cette chose unique-là, puis tu as parlé de les collabos. Ben, souvent, on le voit un peu comme parce que sur Instagram, il y a la fonctionnalité collabs, fait qu'on le voit beaucoup Oui. côté visibilité. Ce que j'aime de ton discours, c'est aussi le fait que ben, tes collabos, ça se fait aussi avec des produits. On peut créer quelque Oui. chose, puis que c'est 1 plus 1 égale 3, justement. C'est pas juste comme, hey, on met nos choses ensemble, puis ça crée quelque chose. Non, ça crée quelque chose d'unique, qui a encore plus de Ouais. valeur. On parle, en pré-entrevue, tu me parlais des marques qui créent Oui, j'allais t'en parler, ouais. des produits en mode collabo, puis que justement, ça vient donner une valeur exponentielle au produit. Fait qu'on peut penser genre aux gourdes de Stanley qui ont fait Ouais. des partenariats. On peut penser à la marque Barbie là, qui fait comme plein de collabs. Avec tout. Moi, je suis un Mais là, fan plus maintenant parce que Ouais, c'est ça. Moi, je suis un fan de mais sneakers, le Jordan Brand, ben c'est ça qu'ils font. Ils ouais. font des collabs avec des vedettes, puis là, ça crée un modèle unique qui prend de l'ampleur et beaucoup de valeur. C'est quoi pour toi les, les éléments clés qui permettent de venir développer un produit, justement, qui va faire cet aspect exponentiel-là? Fait que, tu sais, tantôt, tu as dit, bon, on veut arriver, puis avec un angle pour amener quelque chose d'unique, mais sinon, là, qu'est-ce qui peut faire que quand on est deux ensemble qui veut amorcer cette collaboration-là, comment on peut arriver à atteindre cet objectif-là de créer quelque chose qui a une valeur exponentielle? Ben, écoute, je te dirais l'exemple que je t'avais donné justement en pré-entrevue, c'était par rapport au frigo, justement. La marque Smeg, qui était une marque je sais pas s'ils font d'autres électroménagers que le frigo. Moi, je connais juste les frigos. Mais bref, les frigos Smeg, qui sont un petit peu ronds, ils ont l'air un peu Savanese, puis tout. Puis la marque Dolce Gabbana qui s'était associée ensemble, tu fais comme, OK, ouais, des frigos, la mode, ah. Mais dans tous les cas, ce qui arrive, c'est comme tu dis, c'est que ça crée un produit qui est c'est presque un produit de collection. Genre, les gens qui tripent sur Dolce Gabbana vont dire, mais moi, là, je veux placarder ma maison du look Dolce. Puis genre, ah, ce mec, sont nice, tu sais, parce que ce que Dolce a fait, c'est qu'ils prennent l'essence de c'est quoi Dolce, comment est-ce qu'on peut l'appliquer à ce design, finalement, d'un électroménager, d'un frigo, puis que ça fit avec ce qu'ils vendent d'habitude, tu sais. Puis Smeg, ils se sont juste dit, ben là, on va créer cet objet-là qui est probablement à temps limité, puis qui va elevate un peu la game, puis qu'on crée des produits de qualité qui durent dans le temps. Donc, on a la même qualité, on a l'espèce de la vibe qui crée, comme tu disais, quelque chose d'unique. Puis on peut faire la même affaire en business en ligne, ou même si on crée des services, tu sais, même si on peut, évidemment, c'est comme évident avec des formations en ligne, mais même avec des services, tu sais. Par exemple, quelqu'un qui va être photographe, puis quelqu'un qui va être un make-up artist, on le voit souvent, puis ils vont être capables de créer
un package spécifique où genre les gens vont payer une fois à cette espèce de dans ce produit-là qui est peut-être co-owned par 2 business. Puis les 2 vont avoir du travail grâce à ça, puis ils créent une expérience qui est très spécifique. Les gens du make-up artist, ben qu'est-ce qui arrive? Ben là, ils sont genre, ben c'est sûr que tu peux me faire un make-up once à mon mariage, mais tu sais, c'est quoi les autres opportunités peut-être? Puis les gens du photographe, ben peut-être que c'est dans le cadre, tu sais, je veux dire, eux autres sont habitués à prendre en photo, mais il y a quand même tout le temps un besoin de make-up. C'est des trucs qui sont complémentaires, qui vont très bien ensemble, de créer cette offre-là. Ça fait en sorte que les gens du make-up ont ce look-là spécifique que la photographe a en général, son espèce de look signature. Idem pour et ils créent cette offre-là. Donc, chacun bénéficie des qualités puis de l'unicité de l'autre. En formation en ligne, c'est la même affaire, que ce soit, même si tu es avec 2 copywriters, vous n'avez pas les mêmes spécialités, vous n'avez pas les mêmes styles, vous n'avez pas les mêmes approches. Puis ça, c'est quelque chose qui est important à se rappeler, c'est que on ne travaille pas tous de la même façon. Puis il y a beaucoup de formateurs parce qu'on n'a pas toutes les mêmes approches, on n'enseigne pas toutes de la même façon. Donc, de créer cette formation-là, ça répond aussi à différents besoins d'éducation. Dans ça, il y a peut-être certaines personnes qui vont plus raisonner avec l'humour d'une formatrice, puis comment est-ce qu'elle explique. Puis l'autre formatrice est très comme analytique, puis elle amène des chiffres, ce que l'autre avait pas. Puis là, ça crée un cours qui est super complet, puis que les gens, en plus, intègrent plus facilement, tu sais. Ça crée un produit qui est unique, où chacun amène ses forces, ses valeurs aussi, sa communauté, puis qu'on crée quelque chose ensemble qui est encore plus fort finalement et surtout plus complet. Ça serait quoi, selon toi, les meilleurs endroits où aller trouver des collabos qui valent la peine, justement, trouver ces... Fait que tantôt, tu as dit un peu dans notre cercle À la naturel, base. disons, notre réseau naturel. Mais sinon, quelqu'un qui dit, ah bon, ben, dans mon réseau, peut-être fait déjà un peu le tour, ça serait quoi les next steps, là, dans le fond? Ben, écoute, moi, comment est-ce que j'ai bâti mon réseau? Honnêtement, c'est très naturel, là, dans le sens où mais il y a une bonne partie. Écoute, il y en a quelques-uns que vraiment, c'est moi qui les suis sur Instagram depuis un moment, puis à un moment donné, je slide in the DMs, puis je suis comme, hé! Puis je te l'ai dit tantôt, hein, je suis ce genre de personne-là, j'aime ça quand les gens font ça à moi, puis c'est comme, je veux qu'on ait cette relation-là en premier. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est super important parce que je saisis la vibe avant aussi. Est-ce que la personne réagit bien à moi, à mon humour, à ce genre de truc-là? Parce qu'on va travailler ensemble. Il va falloir que, en tout cas, si on travaille ensemble, il va falloir qu'on s'entende bien. Fait que je veux commencer par savoir est-ce qu'on s'entend bien, tu sais. Ça, pour moi, c'est absolument la base. Fait que c'est très naturel de cette façon-là aussi. Puis après ça, ben, c'est un petit peu comme, hey, t'as-tu travaillé avec cette personne-là, puis des recommandations. Quand je m'en vais pour commencer une nouvelle édition de Catching, je fais beaucoup ce travail-là. Parce qu'il y a des gens que je connais pas. Puis je veux dire, j'ai travaillé avec 65 personnes à travers Catching à date. Hmm. Il y en avait pas, c'est pas tout le monde que je connaissais déjà de façon directe. C'est des gens que je suivais. Des fois, je suis allée demander à un autre en arrière, hey, t'as-tu déjà travaillé avec? C'est quoi son éthique de travail? C'est quoi sa vibe? Y a-tu des affaires chez lui en arrière? Tu sais, des trucs qu'on voit pas. Il y en a plein, des trucs comme Ça, là, ça. c'est tellement important, là, qu'est-ce que tu es en train Oh, de dire. Pour vrai, 100%. tu sais, parce que collaborer, ça, tu sais, tu sais, tantôt on dit c'est exponentiel potentiellement le résultat qui va ressortir de cette collaboration-là. Ouais. Mais c'est toujours aussi un peu plus de travail de collaborer. Fait que c'est pas comme quand tu es tout seul. Tu sais, ça dédouble nécessairement pas tout le travail, mais il y a des choses qui deviennent un peu plus compliquées parce que là, il y a des compromis, il y a des fois justement les techniques de travail, l'éthique de travail qui sont pas toujours pareilles. Donc, ce que tu mentionnes, c'est vraiment important. Donc, de faire ses devoirs, faire ses recherches, puis avant de se lancer dans une collabo, comme avoir développé la relation comme du monde. Mais je pense Ouais. que c'est vraiment important, qu'est-ce que tu dis, d'aller back-checker potentiellement aussi, avoir un feedback autre. Oui, parce que les gens avec qui toi tu tiens, c'est des gens à qui tu fais vraiment confiance. Mais eux, ils ont aussi un réseau, là. Vous n'avez pas 100% le même réseau. Fait que, tu sais, je regarde aussi mes amis sur leur podcast, c'est qui ont interviewé. Hey, ce sujet-là m'intéresse, pourrais-tu me faire une intro? J'ai fait ça souvent aussi, des introductions. Des fois, ça l'aide, des fois, ça l'aide pas, mais c'est pas super grave. C'est au pire d'utiliser finalement le réseau de notre réseau. Ça peut être assez facile finalement d'aller chercher des gens qui sont out of reach. Pas parce que genre, ils sont too big, des fois oui, par exemple, mais c'est juste que comme, ben, c'est un petit peu comme LinkedIn quand tu vois genre first ou second, genre c'est quoi le niveau finalement de connexion. Ben, tu utilises ton réseau first pour aller chercher du second, puis ça devient ton first, puis après ça grandit comme ça, tu sais. Fait que Ouais. moi, c'est quelque chose que j'ai fait pas mal avec le temps.
Puis sinon, ben, d'aller chercher. Je suis pas très une fille de networking. Genre, je m'en vais pas dans les événements, malgré tout. Collaboration, collaboration. Je vais très rarement dans les événements networking, à moins que ce soit très, très, très. Genre, je sais qui va être là à peu près. Genre, c'est quoi le genre de crowd. Pas nécessairement certaines personnes, quoique ça peut m'attirer, honnêtement, si c'est quelqu'un avec qui je veux vraiment travailler. Mais quel genre de crowd? Parce que, tu sais, si c'est des événements networking qui sont trop larges, dans des industries qui ne fit pas avec moi nécessairement, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui spark. Mais tu sais, je vais-tu y aller là? Je sais pas. Mm. Fait qu'il faudrait vraiment des événements de networking spécifiques avec la crowd que moi, je veux aller chercher pour que j'y aille puis que je fasse comme, oui, je vois le retour sur investissement. Donc, quand c'est s'il y a des conférences, des trucs comme ça où je sais que la crowd va être là, je vais probablement me déplacer. Mais mon objectif, c'est pas nécessairement d'aller jaser avec monsieur, madame, tout le monde à qui je suis allée. Moi, mon objectif, c'est d'aller parler avec cette personne-là qui est sur place et avec qui on va pouvoir créer des souvenirs vraiment différents aussi de qu'est-ce qu'on peut faire en ligne. Ça accélère le processus de networking tant qu'à moi quand on fait ça. Mais vraiment, vraiment, aller chercher le pouvoir de notre propre réseau puis d'aller chercher à travers le leur, ça facilite beaucoup, je te dirais. Ouais, c'est les gens, je trouve, ils prennent pas assez. Puis toi, tantôt tu parlais de l'exemple de LinkedIn, premier niveau, deuxième niveau. Toi, Mhm. c'est un outil que tu utilises dans LinkedIn, l'engin de recherche avec first puis second degree ou pas du tout? Moi, là, sur LinkedIn, là, je suis juste une weareuse. Je suis juste une weareuse. Je suis juste là quand les gens me mentionnent, puis après ça, je suis là, OK, bye! C'est vraiment juste ça. J'ai fait le choix d'être plus sur un média social, puis c'est Instagram, mon truc. Point. C'est vraiment ça. Mais je suis là quand on me mentionne. C'est ça. Ouais, c'est mieux que certains qui sont pas là, mais qui sont pas là pantoute, tu sais, au final. Ouais. Justement, parlant des différentes plateformes, tout le kit, tu sais, un des éléments qui est intéressant aussi des collabs, d'aller chercher de la visibilité comme ça, c'est que on n'est pas on n'est pas pris à juste se reposer sur les plateformes. Donc, on est en Ouais. mesure aussi d'aller diversifier nos sources de visibilité et de découvrabilité. Tu peux-tu nous parler un peu de cette importance-là, de l'aspect des collabos? Ben oui, écoute, même si on part juste d'Instagram, par exemple, on n'est pas on n'a pas toutes les mêmes reach, on n'a pas tous le même engagement. Puis d'aller être capable de faire juste un contenu collaboratif, par exemple, que ce soit un reel, un post, un carrousel, you name it, puis de combiner ces audiences-là, puis de combiner ces engagements, ça permet, toi, d'avoir plus de visibilité comme ça. Puis éventuellement d'être capable, si tu t'engages en commentaire en plus, d'engager avec ces nouvelles personnes-là aussi rapidement, puis que là, ben, de les convaincre de s'abonner à toi, tu sais. C'est un petit peu puis bon, ça, c'est les médias sociaux, ça t'aide parce que toi, si par exemple, justement, ton engagement n'est pas très bon, quoi que tu n'amènes pas grand-chose à l'autre personne. Fait que, tu sais, d'essayer de travailler ça, ça aide aussi. Dans tous les cas. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, par exemple, se faire bloquer de son compte, se faire hacker. Là. C'est pas comme si ça arrivait très souvent, mais j'en ai vu beaucoup des créateurs de contenu qui se font hacker, puis que là, pendant genre une semaine, 2 semaines, ils capotent, puis sont en train de ils contactent Instagram, aide-moi, je me suis fait hacker, ils créent un nouveau compte, allez de l'autre bord, qu'est-ce qu'on. Hey, c'est la panique, là, parce que pour beaucoup, tout est basé sur Instagram, puis qu'ils n'ont pas, ils ont rien d'autre, tu sais. Puis quand tu travailles en silo, pas en collaboration, puis encore pire, même, tu n'as pas ton infolette sur laquelle te reposer. Quand tu travailles en silo, ben, t'as juste ce que tu avais, tu as juste toi pour t'aider. Puis si les gens ne te suivent plus au bon endroit parce que ton compte a été hacké, tu n'existes plus, tu es perdu, ils vont pas venir chez vous. T'sais. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu es capable d'avoir des collaborations, un réseau aussi qui te supporte comme ça, écoute, ça peut tellement t'aider à te rebooster, à même aller chercher ta propre communauté parce que les autres vont. Souvent, il y a une espèce. Il y a aussi du. Tu sais, les gens se retrouvent Overlap. sur 2 communautés, il y a un overlap, merci. Fait que dans tous les cas, c'est d'aller chercher cet overlap-là, puis même aussi d'aller des gens pour qui ça overlap pas pantoute, mais c'est tes amis, puis ils font comme, oh my God, tu sais, je vais t'aider à avoir de la visibilité, je vais faire qu'est-ce que je peux. De créer ce réseau-là, c'est un safety net qui aide Mm. beaucoup. Puis tu sais, je vais te donner un exemple, il y a des gens dans l'industrie de mon chum, justement, qui se sont fait bloquer pour plein de raisons. Que ce soit, ils sont plus trouvables sur Google, leur liste de courriels fonctionne plus, genre, ils sont plus capables d'atteindre qui que ce soit. Puis là, les autres collaborateurs qui croient en son projet vont juste, comme je te dis, y envoyer du trafic puis dire, ben, on va bypasser les plateformes
commune. Donc, comme je te parlais de Google, on va bypasser ça, puis je vais t'envoyer du trafic via Google, via Infolette, via mon propre Instagram, via le Telegram est sorti, et ainsi de suite. Puis d'être capable d'avoir ces gens-là qui vont juste t'aider puis qui vont t'envoyer du trafic, ça peut te permettre de te relever beaucoup plus rapidement, même si tu perds tout. Tu peux pas perdre ta réputation. Elle va être là quand même, tu sais. Genre, les gens qui te suivaient, ils vont savoir t'es qui, même si c'est plus sur le même, tu sais, c'est la même plateforme. Ça se peut que ça prenne du temps avant qu'ils te retrouvent. Mais si tu as ce réseau-là, c'est beaucoup plus rapide d'entendre la nouvelle que tu es rendu ailleurs que si tu essaies de crier dans le bois, hey, tu sais, je suis rendu quelque part d'avoir d'autres audiences et d'autres sources, c'est d'autres bassins finalement de trafic qui permet de bypasser les algorithmes d'Instagram, que là, tu n'es plus capable d'atteindre personne. Puis là, ces temps-ci, c'est ça, si tu fais pas de reel, tu es pénalisé. Mais tu sais, d'avoir des collaborations, ça te permet de grandir sans ces impacts-là. Exact. Tu le mentionnes, c'est comme moi, une des raisons pourquoi je fais un podcast en format vidéo, c'est pour avoir des reels et Oui. ben, parce que moi j'ai de la misère à parler à la caméra tout seul, créer du contenu vidéo. Donc Ah, same. la notion de faire des podcasts en mode collaboratif ou plus format entrevue, ben ça me permet d'avoir ce format-là. Mais de l'autre côté aussi, ça me permet potentiellement d'aller chercher de la visibilité croisée avec la 100%. fonctionnalité Collabs. Donc c'est un peu, c'est exactement ce que tu dis. Sans ces genres de collaborations-là pour le podcast, j'aurais de la misère à créer du contenu vidéo et des reels. Tu sais. Mais c'est comme ça que j'ai grandi, là. Mm. C'est juste comme ça que j'ai grandi. Je te l'ai dit tantôt, je suis vraiment pas bonne dans mon contenu régulier. Ben, dans la promotion médias sociaux. Je fais mon podcast, super. La promotion du podcast partout sur la planète, pas ma force. Mais comment est-ce qu'il grossit? C'est parce que j'ai ces collaborations-là au niveau du podcast. C'est parce que j'ai Catching qui fait en sorte que j'ai ce gros boost-là qui vient pas. Oui, je fais de la pub, mais la majorité du trafic vient des affiliés. Puis Ouais. ces gens-là m'amènent une réputation puis une crédibilité. Puis avant même qu'il y ait Catching, parce que Catching est arrivé en 2020, il y a eu 2 ans où j'avais mon podcast, mais j'avais pas ce projet-là collaboratif, mais il a commencé à grossir quand même à travers les entrevues comme ça, où tu pars de zéro, mais là, tu as de l'audience puis tu as de la réputation de quelqu'un d'autre qui s'est associé à toi. Ça te permet de grandir puis de pas... Parce que tu peux, que je te le dis tantôt, tu peux faire les affaires en silo, tu peux faire les affaires tout seul, puis essayer d'aller chercher une personne à la fois à travers, que ce soit des pubs, à travers beaucoup de création de contenu, puis espérer que l'algorithme pousse ton contenu ou que le SEO soit assez efficace pour que tu sois capable que tes articles soient vus en première. Mais c'est pas mal plus rapide quand tu as quelqu'un qui t'envoie du trafic déjà réchauffé en plus parce que la personne dit « Hey, voilà, checker, bien plus nice. » Tu sais? Mm-hmm. Fait que ça te permet d'accélérer des résultats puis de penser que c'est quelque chose qu'on peut pas faire quand on commence parce qu'on est trop petit puis qu'on n'a rien à offrir. C'est pas vrai. Tu as quelque chose à offrir à quelqu'un qui manque de l'affaire que tu offres. Point. C'est Exact. tout. Exact. J'adore ça d'ailleurs, tu sais, comme le podcast, ben, tu sais, là, il est propulsé par Isarta, qui est Oui. commanditaire. Mais Isarta, eux autres, il n'y avait pas les ressources à l'interne pour passer des podcasts, donc ils sont venus à la place propulser le podcast. Donc, c'est du win-win parce que les autres 100%. peuvent afficher le podcast sur leur plateforme et moi, je vais chercher de la visibilité sur leur plateforme. C'est super bon pour le référencement SEO, le référencement au niveau de mon nom, puis donc de développer des partenariats comme ça aussi. Qu'est-ce qui arrive, c'est que sur le long terme, c'est très, très payant parce que justement, Isarta, moi, depuis 2018 que je collabore avec eux, donc relation d'affaires de long terme. Et ça fait que moi, au début, c'est ça qui m'a beaucoup aidé à me lancer à mon compte à temps plein. Donc, cette notion-là, c'est de collaboration, mais c'est vraiment sur le long terme. Jen, le temps passe vite, donc on va rentrer dans les petites questions éclairs. Je pense que je sais déjà c'est quoi la réponse, mais question numéro 1, c'est quoi ta plateforme préférée quand il y a le temps de consommer du contenu? Instagram. Il faut que je te donne une explication, c'est clair. Clair. Ben, tu peux donner Instagram. une explication, mais on a Ah compris. non, c'est la vibe. Je suis une personne Yes. d'image. That's it. Mais j'aime ça avoir du plaisir. Je trouve que c'est une plateforme qui est intéressante, justement, même au niveau des Reels, où oui, tu as une partie éducative, mais tu as une partie qui est complètement stupide, puis j'adore. Si tu pouvais garder une application ou un outil pour ta création de contenu, ce serait lequel? Ouh!
Ben, avec le podcast, on en requiert quelques-uns quand même, fait que c'est un petit peu tricky, je te dirais. Mais moi, mon organisation pour la création de contenu, je te dirais, c'est juste Asana. Ça va, c'est drôle, hein, mais c'est juste à cause de l'organisation. Le reste, je peux m'arranger avec n'importe quoi d'autre. Ce serait qui ton ou ta créatrice de contenu préférée? Ces temps-ci ou... Ah, c'est tricky. Mais écoute, C'est moi, tough, hein? mon entrepreneur mentor là, dans la vie, là, c'est Jacqueline Johnston, qui est la créatrice de Create and Cultivate, qui est une organisation d'événements en personne surtout. Elle a un podcast, elle a un livre qui est vraiment cool. J'aime comment est-ce que c'est bâti. Puis j'aime regarder et m'inspirer beaucoup de qu'est-ce qu'ils font pour mes propres projets. Cool. En terminant, où est-ce que tu aimerais envoyer les gens qui te découvrent peut-être pour la première fois? Je te dirais que pour vraiment aller plus loin dans la vibe, ça va être Instagram. Mon compte, c'est Baramba Geneviève Gauvin. Mais si les gens veulent aller aussi découvrir le podcast Effronté, évidemment, c'est sur toutes les plateformes où est-ce qu'il y a des podcasts. Puis je fais des entrevues avec des entrepreneurs souvent plus féminins, mais des entrepreneurs qui veulent voir grand, qui ont beaucoup, beaucoup d'ambition, puis qui veulent pas se le cacher finalement. Puis c'est pas des ambitions juste d'argent. On explore les différentes façons d'avoir du succès. Puis ben, j'essaie de donner la permission aux gens de se donner la permission aussi de voir grand. Jen, merci beaucoup pour ton précieux temps. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe de Isarta qui propulse le podcast, mais avec eux aussi, j'offre plein de formations. Tu vas en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne. N'hésite pas à aller visiter le site web isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!